ou écrivez à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Exactement un mois, 8 jours, qu'un groupe de militaires réunis au sein du CNSP a renversé le président Mohamed Bazoum et a pris le pouvoir au Niger. Un acte qui a laissé place à une sorte de feuilleton avec plusieurs épisodes faits de rebondissements interminables et des conséquences qui s'étendent aux pays de la sous-région, notamment le Bénin, dont les frontières restent fermées depuis des semaines. Sur le terrain, c'est le désarroi dans le rang des transporteurs. C'est aussi la galère dans le rang de certains commerçants dont les produits ont du mal à être écoulés. La situation est préoccupante dans les communes comme Malanville, Karimaman, Kandy et environ. Pour aborder une fois de plus ce sujet qui tient le haut du pavé, nous recevons pour vous sur Zone Franche de ce dimanche 3 septembre 2023 Bertin Kouovi, membre du parti Bloc républicain. Monsieur Kouovi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être avec nous dans cette émission. Je vous reçois avec mon collègue Franck Esaïa Ounou. Bonjour Franck. Bonjour William, Monsieur Kouovi, bonjour. Bonjour Monsieur Franck. Alors, depuis la survenance du coup de force au Niger, les langues se délient et continuent de se délier. Mais avant de vous amener sur ce terrain pour analyser l'actualité, vous ne ratez aucune occasion pour vous prononcer ou pour décrypter l'actualité nationale ou internationale. Parfois, vous prenez des positions qui prêtent parfois à des confusions, On en vient parfois même à se demander de quel bord êtes-vous réellement. Est-ce une façon singulière de soutenir un régime en place, M. Kouovi? Alors, je vous remercie pour la pertinence de votre observation. Et je voudrais d'entrée de jeu dire que par principe, je condamne le coup d'État survenu au Niger, comme je condamne celui du Mali, du Burkina Faso et aujourd'hui du Gabon. Par principe. Moi, homme politique et civil, mais si je me mets à soutenir des coups d'État, comment voudrez-vous que je sois président un jour? Et si je me mets à soutenir des coups d'État, comment voulez-vous que je ne craigne pas que cela puisse m'arriver? Parce que au Baïko Yaléo, enfin, bref, si je me réjouis de ce qui arrive à autrui, ma foi, ça peut m'arriver aussi. Donc, par principe, je ne suis pas pour un coup d'État. Je tenais à faire cette précision parce qu'effectivement, ils sont nombreux dans le bloc républicain qui m'ont interpellé puis dit, mais Kouovi, on ne te comprend pas. Mais tu es avec nous ou tu es contre nous? Alors, je voudrais vous répondre tout de suite. Je plains le président, le chef, le père de famille, qui n'a pas autour de lui quelqu'un qui puisse prendre le risque de lui déplaire juste pour lui dire la vérité et surtout lui éviter de faire des erreurs si il estime de façon intrinsèque que sa position peut lui créer des ennuis. Et je me suis donné ce rôle-là dans la République. D'ailleurs, j'ai un rôle ingrat, parce que quand vous acceptez de jouer ce rôle-là, d'aucuns l'appelleraient fou du roi. Bon, en fait, vous ne plaisez à personne, vous êtes comme la chauve-souris, qui n'est ni oiseau, ni souris. Mais ceci étant dit, le Bénin est à ce point-là important pour moi. Et après avoir fait 5 ans de lutte contre le président Patrice Talon, avoir décidé de mon propre chef de le rejoindre pour les résultats que j'ai vus de ce que je critiquais de sa gouvernance, je dis les résultats. Parce que nombreux se disent, mais enfin ceux qui se disent opposants toujours, se disent, mais qu'est-ce qui a changé pour que tu ailles sur Patrice Talon? Mais il y a quelque chose qui a changé. La méthode de Patrice Talon de gouverner, que j'ai toujours critiqué, a produit des résultats que nous n'avons pas eu de 90 à 2016. Et j'estime même, les gens vont me le pardonner, j'ai toujours dit que je ne serais pas contre que Talon aille au-delà de 2026, c'est-à-dire qu'après 2026... Ce qui n'est pas possible. Non, je n'ai pas dit que c'est possible, mais je dis au résultat de ce que je vois. Même dans la vie, rien n'est impossible, surtout en politique. Mais puisque le président même, Patrice Talon,
il a fait vœu et il s'est mis à décliner ma foi ce que c'est que la démocratie, ce que doit être la démocratie, notre vivre ensemble. Ça fait qu'aujourd'hui, je n'ai aucun espoir que lui-même puisse vouloir aller au-delà de 2026. Mais ceci étant dit, c'était juste pour planter le décor, que vous compreniez que tout en soutenant un président, au point de souhaiter même qu'il aille au-delà du mandat constitutionnel actuel, je me réserve le droit, et je me fais même le devoir d'être celui qui empêche de tourner en rond, qui permet au chef de savoir la vérité, du moins ma vérité à moi. Je dis que je n'ai pas la science infuse, mais quand vous observez aujourd'hui dans l'opinion publique, vous vous rendrez compte que la plupart des positions que moi je prends finissent par devenir la position du bas peuple. Aussi, j'en aurais terminé, ce qui me désole et me frustre, est que si je me permettais, heureusement que je suis croyant, je ne le ferai jamais, si je me permettais de faire de capture d'écran pour faire voir le président, au président Patrice Talon lui-même, pour qu'il lise ce que disent, c'est-à-dire en privé, ceux qui soutiennent certaines positions publiquement, ben il va dire, mais Kourovi, en réalité, tu es le seul qui me dise la vérité, parce que nombreux ne sont pas sincères. Alors, ça plaît au chef ou ça lui déplaît souvent? Vous en avez souvent parlé des prises de position que vous faites souvent, les audios que vous balancez sur les réseaux sociaux, parfois être un peu critiques par rapport à des actes qu'il pose. Il vous en parle souvent, personnellement? Alors, je vais vous surprendre. Le président m'a donné un canevas, si j'ai un message pour lui, et pour que cela lui parvienne, à qui les envoyer. Et avant de balancer un audio publiquement, je l'envoie à celui-là. Aussi, quand le président m'a reçu à domicile après les 3000 audios fait rentrer des Aigles, le 30 mars 2021, quand il m'a reçu, il m'a dit Kourovi, ne changez surtout pas. Et il m'a même conseillé d'ouvrir un centre de communication politique pour former d'autres. Il m'a dit, c'est vrai, vous dites des choses qui fâchent, mais au finish, quand on prend du recul, on se rend compte que vous êtes sincère dans ce que vous dites. Parce que vous avez coutume de démentir ou bien de corriger vous-même quand vous vous rendez compte que ce que vous avez dit entre-temps n'était pas juste. Et il a dit restez tel que vous êtes. Mais ceci étant dit, on ne fait pas la politique en disant tout le temps la vérité. Je crois que je vais commencer par causer avec certains pour apprendre à faire la langue de bois, pour que moi aussi je commence pas à avoir les doubles mentons, 3 ventres. Non, moi je ne suis pas sûr que ce qu'ils disent sur le champ plaise au président. Mais la suite lui permettra de savoir que c'est moi qui ai raison. Et quand vous soutenez quelqu'un, il faut prendre le risque de lui déplaire pour éviter la catastrophe. Je vous donnerai un exemple. Si Ali Bongo avait eu la chance d'avoir quelqu'un autour de lui pour lui dire, monsieur le président, grabataire, hémiplégique, malade comme vous êtes, ne soyez plus candidat. Ça va vous détruire. Je parie que s'il avait quelqu'un qui prend ce risque pour le lui dire, ben, il n'aurait pas déposé sa candidature pour un 3e mandat pour finir comme il finit aujourd'hui. Ce qui me désole, parce qu'au fait, c'est un homme affaibli. Quand je le vois, je vois le destin de Mobutu finissant avec Kabila, qui ne pouvait plus se défendre. Et ça fait mal. Bertin Kourovi, nous n'avons pas la certitude que dans l'entourage de Ali Bongo, personne ne lui a fait ses confidences. Mais pour revenir à l'essence de la question de Franck, cette singularité de faire de la mouvance présidentielle, vous l'avez vu quelque part dans le monde où c'est un style propre à Bertin Kourovi, c'est une innovation qui vous est propre? Bon, je ne sais pas. Le monde a eu... Il doit y avoir forcément des gens qui ont eu les mêmes capacités ailleurs. Mais je voudrais d'abord parler de mon expérience. J'ai fait 7 ans conseiller, on me dit conseiller du président Obiang. Voici un président étranger qui m'engage et ma fonction était de lui dire tout ce que je trouvais de mal fait dans le pays. Donc, durant 7 ans, mon rôle auprès du président n'était pas de l'encenser, mais de relever ce qu'il faut améliorer. Au point où j'apparaissais comme la brebis galeuse que personne n'aimait finalement autour de lui. Parce que c'est moi qui essayais de lui dire, ah mais tel projet qu'on a financé n'a pas été bien fait, tel autre. J'ai gardé, peut-être qu'il y a eu cette déformation professionnelle, c'est bien possible, mais c'est moi dans ma nature, ceux qui ont étudié avec moi, ceux qui me connaissent, ils savent que même si mes propres parents sont en faute, je leur dirai. Maintenant, il y a une chose que je voudrais faire observer. Vous savez, le président Patrice Talon a beaucoup de qualités, mais malheureusement, ses multiples obligations ne lui permettent pas de consulter
ou alors de prendre juste l'avis facultatif de ceux qui le soutiennent. Ben, il y a eu des positions que le président a eu à prendre qui engagent tous ceux qui le soutiennent. Parce qu'à imaginer que les positions que le président prend créent des difficultés. Nous allons en souffrir nous tous. Surtout moi d'abord qui ai quitté une mouvance et opposition dure pour dire je le soutiens. Mais s'il y a une catastrophe, je suis le premier. Donc il faudrait que je puisse lui dire, président, là où tu nous conduis là, on va à la catastrophe. Mais puisqu'il n'a pas le temps de nous écouter, ou c'est toujours mieux au calendrier grec, eh ben, on est obligé finalement de parler pour que ça lui parvienne. D'accord. Voilà justement, dans un audio d'une dizaine de minutes que vous avez publié sur les réseaux sociaux, j'ai surpris l'audio aussi dans un groupe WhatsApp. Vous êtes prononcé sur la situation au Niger, vous semblez un peu affligé, très déçu de la situation. On revient maintenant au sujet, à nos moutons. Alors oui, au Niger, il se passe un drame. Mais je veux aller au-delà du Niger. Je voudrais m'appesantir. On aura le temps. Oui, je voudrais m'appesantir sur le Bénin. En réalité, fermer la frontière avec le Niger, au départ, j'avais cru que c'était du fait du président Patrice Talon. Et surtout de la CEDEAO. Mais l'explication de l'honorable Salé, et par la suite, j'ai appelé un ami qui est haut-commissaire à l'UEMOA, à Ouaga, qui m'a dit non, en fait, c'est nous, UEMOA, qui fermons. Mais ceci étant dit, si le président du pays décide d'ouvrir, il a l'autorité discrétionnaire de le faire. C'est son pays à lui. Mais d'abord, la fermeture, c'est du fait de l'UEMOA. Alors, donc, ce qui a fait que j'ai refait notre audio correctif pour dire, au fait, ce qu'on avait cru, nous tous, était faux. C'est en réalité l'UEMOA qui a fermé. Naturellement, le président n'a pas dit, ne fermez pas. Alors, le drame de la fermeture de la frontière avec Malanville, mais ça va au-delà de l'air d'Indie. Ça dépasse Parakou, mais c'est la catastrophe à Parakou. C'est la catastrophe pour notre port. C'est même la catastrophe pour le président Patrice Talon même. Enfin, les sociétés qu'il avait avant de devenir président, la loi dit qu'il les cède à d'autres personnes. Mais ceux qui s'en occupent aujourd'hui vivent la catastrophe de cette situation. Atral, qui fait le transit, qui fait le transport, mais en souffre comme toute autre société. Bénin contrôle, en souffre. Maintenant, le Bénin en tant qu'État, le port du Bénin en souffre. Vous devez savoir que 60 à 80% du trafic du port du Bénin, c'est sur le Niger. Et ça doit nous interpeller. Donc, les premiers à souffrir de la fermeture de la frontière avec le Niger, ce ne sont pas les Nigériens. C'est d'abord les Béninois, en fait. Dites-moi, qui se préoccupe de comment est-ce que le commerçant qui travaille avec un crédit documentaire, un crédit fournisseur, il importe et ça pourrit, ça fait un mois que c'est à la frontière. Comment est-ce qu'il rembourse son fournisseur? Qui se préoccupe de comment le commerçant nigérien, ou plutôt le commerçant béninois, qui s'approvisionne au Niger et qui doit respecter des contrats internationaux, comment est-ce qu'il les respecte si la frontière reste fermée un mois? C'est-à-dire, ça va au-delà de la politique. Et ce qui m'étonne même, c'est que l'UEMOA, Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, mais où est-ce que ça se trouve que l'UEMOA est fondé de prendre une décision de fermeture de frontières pour une crise politique? Et de ce point de vue, et que chacun souffre, que moi je sois Kouvi, je dirais toujours que je ne suis pas d'accord. Et ici, je suis encore très heureux de savoir que ce n'est pas Patrice Talon, intuitif personné, qui l'a fait, c'est plutôt l'UEMOA. Et c'est ce qui me fonde même, me donne le courage de venir en parler ici. Si ça avait été le président Patrice Talon lui-même, bon, je me contenterais d'audio, me plaindre. Il aurait pu lever cette sanction, il aurait pu revoir les choses à son niveau personnellement, en se désolidarisant des autres chefs d'État de la CEDEAO qui ont voulu collectivement la fermeture de la frontière. Oui, ça c'est sûr. Mais maintenant, et c'est ce qui fonde même cette émission et d'autres actions qui vont venir. Vous savez, quand vous n'avez pas été président, vous ne savez pas les réalités au fait de ce que vit le président. Il arrive malheureusement des décisions que le président prend à son corps défendant. Il faut que son peuple montre son rejet de cette décision-là. Et que lui puisse se prévaloir auprès de ses compères de ce que son peuple n'en veut pas. Vous avez vu le Nigeria. Et moi, il y a des informations autour de Tinubu qui freine des 4 pas aujourd'hui pour ne pas aller en guerre au Niger. Pourquoi?
il s'est finalement rendu compte qu'il n'y gagne rien. On a 1000 km de frontière avec le Niger. Vous croyez qu'on peut fermer la frontière Nigeria-Niger? Non, rien n'est fermé au niveau du Nigeria. Nous ne mentons pas. Il y a 2 voies officielles qui sont fermées, mais tout le reste, ça passe. Donc le Niger ne souffre pas à ce point-là. C'est le Bénin qui souffre. Alors pour que le président Patrice Talon, pour revenir à votre question, pour que lui soit capable, il soit en mesure d'opposer à l'UEMOA, parce que ce n'est même pas la CEDEAO qui a fermé, c'est l'UEMOA en fait. En matière de fermeture de frontières, c'est l'UEMOA. Afin qu'il puisse opposer à l'UEMOA l'obligation de lui ouvrir sa frontière, sinon il l'ouvre de son propre chef. Il faut qu'on voit que son peuple n'est pas d'accord. Or, nous, peuple béninois, c'est sur WhatsApp que nous sommes tous en train de crier, de nous plaindre. Mais qui consulte le WhatsApp béninois? De ce point de vue, j'ai prévu, ensemble avec les populations du Dendi, c'est-à-dire Kandi, Karimama, Malambile et autres, tout, que nous fassions d'abord une sortie de soutien au chef de l'État. Et on le soutient contre qui? Parce qu'on soutient seulement ce qui va tomber. Mais on le soutient contre qui? Pour qu'il ne tombe pas, on le soutient contre la décision de l'UEMOA. Et on lui demande maintenant de nous aider à ouvrir cette frontière. Et quand l'UEMOA verra que les Béninois sont sortis pour soutenir leur président, afin de lui dire, nous te soutenons contre ta décision et ta possibilité, afin que tu nous ouvres cette frontière-là, l'UEMOA ne pourra plus dire, ben on a pris une décision collective et Patrice Talon s'est opposé à ça ou bien s'est désolidarisé. Depuis quand les opinions populaires font fléchir un chef d'État, les voix n'ont pas manqué de monter au Bénin sur une hostilité à cette probable intervention militaire. Vous avez écouté les évêques, vous avez écouté aussi une autre partie de l'élite, pas vraiment favorable à cette probable intervention, même si c'est un dernier ressort par les armes pour le Niger. Et les fermetures frontières notamment aussi. Alors, je vais dire, avant, avec toute proportion gardée, j'ai été le premier, et je crois que la plupart de ceux qui sont intervenus après ont repris presque mot pour mot ce que j'avais déjà dit. Maintenant, ce que je veux dire, c'est ceci. Les opinions de quelques singletons, ça ne suffit pas. Les évêques, c'est une proportion gardée. Mais quand les populations qui vivent la... Il reste des leaders d'opinion. Non, j'ai pas dit non. Même moi, mes propos ne suffisent pas, ce que je veux dire. Imam, ça ne suffit pas. Mais le bas peuple qui souffre, qui sort massivement, comme un essaim d'abeilles, et qui manifeste son soutien au chef de l'État, et qui lui demande, nous te demandons, puisqu'il a élu, sans peuple, il n'y a pas de président. Ah ben oui, et le président Patrice Talon, en 2021, a eu 90% du suffrage exprimé aux élections présidentielles dans cette région-là. Alors donc, cette population-là sort pour dire, nous te marquons toujours notre soutien. Et nous te soutenons contre l'UEMOA qui t'impose à ruiner ton pays, à te ruiner d'abord toi-même. Les sociétés du président, enfin, ces ex-sociétés, on va parler des intérêts du Bénin, Bertrand. Non, mais ça va. Et on va aussi essayer de voir la chose sous l'angle selon lequel les chefs d'État ne subissent pas les décisions des organisations sous-régionales, mais ce sont eux qui décident au nom des États. J'ai comme l'impression que l'élite ne fait pas forcément cette nuance. Les chefs d'État ne subissent pas comme les peuples. Ce sont eux qui décident à la table de discussion. Ils peuvent s'y opposer, ils peuvent s'offusquer d'une décision. Alors, je voudrais vous amener à la psychologie de la communication. Je vous ai dit d'entrée de jeu, j'ai accusé le chef de l'État, parce que j'étais dans votre position. J'estime, moi, que les présidents sont fondés de dire non tout de suite. Mais quand officiellement, et c'est à cela que je m'en tiens, on vous dit ce ne sont pas les présidents, c'est lui et moi. Alors vous écoutez quoi? Donc je voudrais m'en tenir au langage officiel. Et je voudrais faire la psychologie de la communication ici. Et la psychologie de la communication voudrait que je pointe celui qui dit que c'est nous qui avons fermé. Lui et moi dit que ce sont eux qui ont fermé. Donc je veux les croire. C'est la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Les chefs d'État participent à ces réunions. Donc, les chefs d'État, eux, ne subissent pas les décisions d'une réunion faite par d'autres personnes. Oui, mais ça c'est sûr. Mais les chefs d'État vous diront, mais écoutez la communication officielle même du gouvernement béninois. On vous dit que ce n'est pas le président Patrice Talon, c'est lui et moi. Ce n'est pas le président Patrice Talon, c'est la CEDEAO. Donc tenons-nous à ce qu'on nous a présenté officiellement. Mais que vaut la seule voix de Patrice Talon aux côtés de ses pairs qui décident par exemple
de fermer une frontière pour faire plier des militaires qui ont pris illégalement le pouvoir. Mais le problème, c'est que la fermeture d'une frontière ne fait pas plier les militaires. Ça, c'est justement l'erreur que les Hongrois font. Et des pays aussi pauvres comme nous n'utilisent pas l'arme économique pour faire des sanctions politiques. Ça a été une erreur, une mauvaise décision. Maintenant, ceci étant dit, le président Patrice Talon, lui, il est le président du Bénin. Et le territoire, la frontière fermée est sur son territoire. Donc, il a le pouvoir discrétionnel, lui, de dire j'ouvre ma frontière. Aussi simple que cela. À imaginer qu'il y a guerre, effectivement, au Niger. Et que la nécessité vitale se fasse sentir par rapport à l'ouverture de cette frontière-là, pour que peut-être que les gens de Malanville, qui seront en train de recevoir des obus depuis le Niger, se retrouvent dans le besoin de traverser pour aller à Gaïa. Vous croyez que la frontière va rester toujours fermée? Non. Nécessité fait raison. Je voudrais juste qu'on s'en tienne à la communication officielle qui dit ce ne sont pas les chefs de l'État. C'est une décision collective et chacun se soustrait. Vous savez, je voudrais vous donner raison quand vous aurez... vous n'avez pas encore de barbe blanche. Quand vous aurez ma barbe blanche, vous comprendrez certaines choses. Oui, chacun se cache derrière l'UEMOA, la CEDEAO. Et c'est à ça que je m'en tiens. J'ai appelé à l'UEMOA et un haut commissaire m'a dit, ce ne sont pas les chefs de l'État, c'est l'UEMOA. Alors donc, nous soutenons le président Patrice Talon à ce qu'il nous aide à violer la décision de l'UEMOA, chez lui tout au moins. Alors, vous savez que depuis l'avènement, depuis l'arrivée au pouvoir du chef de l'État, ces marches, ces descentes dans les rues pour opiner autour d'une question ou pour mettre la pression sur un dirigeant pour obtenir quelque chose, c'est pas trop la chose la mieux partagée. Ce sont des habitudes qu'on a perdues. Quel espoir vous avez à ce que cette marche-là puisse porter vraiment des effets qui puissent amener à l'ouverture des frontières? J'ai commencé à être conseiller d'un président en 1997. J'avais 27 ans. Et ça voudrait dire que j'ai au moins 25 ans d'expérience dans ce milieu-là. En réalité, la marche qui va se faire n'est pas une marche de protestation ou bien pour mettre la pression sur le président. Au contraire, on vient le soutenir contre une décision que forcément il ne peut pas partager. Il ne peut pas être contre son peuple. Il ne peut pas être contre l'économie béninoise. Mais allez au port, prenez votre caméra. C'est une autre forme de lui mettre la pression. Non, ce n'est pas de la pression. Il faut laisser ce qui se dit au niveau de l'UEMOA et nous ouvrir nos frontières pour que les camions passent. Oui, non, c'est pas lui mettre de la pression. Au fait, c'est lui montrer le soutien qu'on lui apporte. Et on le soutient parce que quand lui va ouvrir sa frontière, les autres chefs d'État, comme... C'est quoi dire votre nom? William. Ah, William. Comme le dit William, les chefs d'État vont dire, mais qui s'est désolidarisé d'eux? Mais comment est-ce qu'il justifie cette action-là? Il pourra dire, mon peuple n'est pas d'accord. Mais comment est-ce que les autres sauront que son peuple n'est pas d'accord? En voyant la masse qui est sortie pour dire, nous soutenons Patrice Talon, mais nous le soutenons contre l'UEMOA qui lui met pression, qui veut ruiner le Bénin, qui est jaloux de lui, jaloux des efforts faits. C'est de la psychologie de la communication. Dans cette commune, comment vous avez eu les informations? Vous êtes déplacé à Karimama, Malanville, Kandi, pour voir ce qui se passe réellement? Ah oui, et ça ne vous échappe pas quand même que j'ai été candidat en 2016 et j'ai des militants encore aujourd'hui. Et je suis allé, j'ai vu, je vais vous inviter à couvrir l'événement, vous allez pleurer. Franchement. C'est-à-dire, il se passe des choses. Et si on reste à Cotonou, on dénonce pas un principe, ça ne suffit pas. Je veux justement amener la presse nationale et internationale à aller constater de visu pour savoir que c'est un drame humain qui se joue. Quel transporteur de ces camionneurs qui ont leur camion garé là, combien sont amis aux généraux qui ont pris le pouvoir au Niger? Les commerçants qui se ruinent, qu'est-ce qu'ils ont à voir avec les militaires qui ont fait un coup d'État? Donc, il faudrait que nous mettions la réalité devant la face du monde et que surtout ceux qui mettent pression in fine sur nos chefs d'État et l'UEMOA comprennent que les peuples ne sont pas d'accord. Qu'est-ce que vous insinuez? Il y a une pression, il y a des mains invisibles, il y a des choses qui ne s'expliquent pas, parce que tout à l'heure vous avez semblé nuancer UEMOA et nos gouvernants, quand bien même je tentais de vous faire dire que ce sont eux qui décident dans ces instances. Est-ce que je dois lire entre les lignes de cette dernière déclaration que vous faites? Moi je suis fond de collier, oui. Et il ne vous a pas échappé quand même que le président français est monté au créneau et chaque fois il dit il faudrait que la CEDEAO, il faudrait que l'UEMOA intervienne. Mais ma foi,
la France ne fait pas partie de l'UEMOA, à ce que je sache. La France ne fait pas partie... Un partenaire financier, technique. Oui, mais non. Le partenariat technique, je suis un économiste. Et ce partenariat-là, je vous dis, on serait mieux sans ce partenariat-là. Mais attendez, il y a tellement de pauvres en France, pourquoi la France ne s'occuperait pas d'abord de ces pauvres? Et c'est de nous que la France se préoccupe. Que la France déjà achète au Niger ses matières premières au juste prix, et le Niger n'aura pas besoin d'aide. Mais il y a des projets que la France, le Bénin a réalisés. Oui, mais tout simplement, je vous dirai toujours, et d'ailleurs dans vos propres familles, vous voyez quelqu'un venir vous aider à soutenir votre famille, vous, on vous l'a déjà fait? Non. Je vous dis, nos pays vont gagner à cesser de recevoir ce type d'aide, où à la fin, on vous met dans une situation où on vous vole plus que ce qu'on vous donne. C'est l'aide même qui nous détruit. L'aide détruit nos pays. Peut-on s'en passer aujourd'hui? Absolument. En quoi faisant, puisque vous êtes du domaine? Mais tout simplement en produisant d'abord ce qui a de la valeur intrinsèque pour nous. Est-ce que si le Bénin, le Niger et autres peuvent se mettre à construire une économie fondamentale pour un développement à visage humain. Et qu'est-ce que j'appelle économie fondamentale? Il faudrait que l'activité du Béninois soit dirigée vers ce qui a de la valeur pour le Bénin d'abord. Il y a de ces activités-là qu'on nous fait faire parce que nous servons à faire accroître l'économie d'autres pays. Mais nous sommes dans un système de mondialisation et je ne vous dirai pas, vous économistes, ce que représentent ces différents chiffres de l'aide au développement dans nos différents... Mais c'est ce que je vous dis, l'aide au développement n'a jamais développé personne. Aucun pays ne s'est développé par l'aide. Il faut vous sortir ça de la tête tout de suite. C'est un discours que la Banque mondiale, l'FMI tiennent. Et ça ne tient pas la route. Nous sommes venus, nous, à la conclusion. Je vous donne un exemple tout simplement. Voici un pays qui a des terres très fertiles, mais qui importe le riz, qui importe du poulet, qui importe l'huile. Mais tout est fait de telle sorte que notre agriculture ne nous profite pas directement, sinon ça va nous libérer de la domination de ceux-là. Je ne suis pas de ceux qui voient tous les péchés dans le CFA. Le CFA a ses torts qu'il faut corriger. Mais je voudrais d'abord revenir à une réalité. Il faut que on en vienne même à ce qu'on nous achète nos productions avec de la monnaie or. Mais quand l'autre, je prends les pays européens ou bien même les États-Unis, viennent vous donner de l'aide, on vous donne de l'aide en dollars. Mais c'est du papier de singe qu'on va couper, qu'on vient vous donner, et à partir de ça, vous croyez que vous avez de l'argent. Si vous leur demandez demain, au lieu de nous donner du dollar, donnez-nous la production américaine. Ils ne seront pas pressés de le faire. Donc, ici, ce n'est pas un cours d'économie, on n'aura pas le temps de développer cela, mais je voudrais dire, si nos pays se prennent au sérieux, si nous commençons d'abord par le comptons d'abord sur nos propres forces, nous irons très loin. Un développement extraverti, financé par l'étranger, ce n'est pas un développement. Parlons de ça. Nous allons faire une analyse un peu plus globale de la situation. Bertin Korovi, coup d'État au Sahel et dans certains pays près du Golfe désormais. Aujourd'hui, on a engendré le cas du Gabon. Est-ce que vous voyez une saignée ramener les vieux démons des années 72 ou comment est-ce que vous analysez de façon globale et de façon géostratégique ces différents mouvements de militaires désormais à la tête de nos États? Alors, je voudrais faire la part entre ce qui se passe dans le Sahel et ce qui s'est passé au Gabon. Ce qui s'est passé au Gabon, en réalité, c'est une révolution de palais. Je n'appelle pas ça un coup d'État. Ce qui s'est passé au Gabon, ça a été une manière feinte d'éviter que le professeur Ondo Osa, un économiste bien formé, que celui-là parvienne au pouvoir. Parce que quand vous écoutez son programme, eh bien, lui, président, la France, que je n'accuse pas, hein, chaque pays a le droit et le devoir de défendre ses intérêts. Donc, ceux qui accusent la France de tout le monde d'Israël, vous n'avez rien compris. Si nous, Bénin, on pouvait être dans la position de la France et leur arracher tout ce qu'ils ont, je n'aurais rien contre. Donc, la France est dans son rôle. Mais maintenant, ceci dit, Ondo Osa, président au Gabon, la France perdrait certains avantages parce qu'il disait qu'il allait renégocier certains accords économiques. Quelle garantie a-t-il de se faire élire dans un système bongo dont on connaît la façon de faire les scrutins? Je fais allusion à 2016. Oui, mais c'est pour ça que je dis ce qu'il a dit dans sa campagne. Maintenant, ceci étant dit, il est allé à une aventure parce que le système électoral au Gabon
il était prévisible que même s'il il avait le suffrage du peuple, il ne serait pas proclamé. Ce qui devait arriver, arriva naturellement. Mais maintenant, pourquoi on a précipité un coup d'État? On a précipité le coup d'État parce que, en réalité, Ali Bongo, totalement fatigué, ne pouvait pas réellement jouer le jeu qu'il a joué, n'est plus assez fort pour jouer le jeu qu'il a joué contre Jean Ping cette fois-ci. Et pour éviter que Ossa soit installé au pouvoir par le peuple, comme les Ivoiriens l'ont fait pour Gbagbo en 2000, on a vite fait de sortir Ali Bongo du jeu et on a pris le chef d'État, le commandant en chef de la garde républicaine, qui est cousin, qui a eu toute sa carrière dans la famille. Bon, en fait, c'est ce que tout le monde dit, hein, que en fait les choses n'ont pas trop changé. Il y a des analystes qui l'ont dit, puisque l'autre il est très proche de la famille Bongo, qu'il aurait servi pendant plus de 20 ans. Vous êtes de cet avis aussi? Mais oui, je connais très bien le Gabon. Donc, ça dit, c'est la famille, au fait. C'est la famille. D'ailleurs, la propre fille du président déchu a déjà félicité Brice Oligui. Oui, mais pourquoi? Mais pas c'est son tonton. En fait, ce n'est pas un coup d'État hostile à Ali Bongo, c'est plutôt un coup d'État qui lui permet d'avoir le courage maintenant de se reposer. Quand vous le voyez debout, vous n'avez pas pitié de lui, qui veille toujours être président avec la charge que ça demande, le stress que être président. C'est pas une sinécure être président. Donc, on lui a fait du bien plutôt. Mais ce n'est pas le Gabon. Ce n'est pas un coup d'État qui est venu, c'est pas un coup d'État révolutionnaire, un coup d'État qui veut changer quelque chose, mais c'est un coup d'État qui a sorti Bongo, qui a besoin de repos, qu'on a mis au repos, et c'est un coup d'État qui empêche le professeur Ondo Ossa, qui a une vision, en tout cas ce qu'il présentait, est-ce qu'il va le faire, c'est autre chose. Je suis un homme politique, pour parfois malheureusement, ce qu'on dit en campagne n'est pas ce qu'on va faire, on l'a vu. Mais ce qu'il prévoyait n'était pas en faveur de la France. D'ailleurs, ça ne vous a pas échappé, il faut regarder les éléments de langage. Quelle presse française accuse le général? Mais dites-le directement, ça veut dire que la France a les mains derrière ce coup d'État, c'est ça? Ben, vous l'avez dit. Alors, donc je vous pose la question. Oui, la France a les mains derrière. C'est une question que c'est une évidence. Parce que, au moins, moi, tout en étant contre ce qu'on a fait la guerre au Niger, je condamne le coup d'État au Niger. Je n'ai pas vu que la France ait condamné le coup d'État au Gabon. Oui, la France a condamné le coup d'État au Gabon. Olivier Véran est sorti, a fait une sortie. Oui, mais la France, c'est non. Olivier Véran, pas avec la même hardiesse, la même énergie, mais il y a eu... Ça, ce n'est pas faux. Mais maintenant, la France dont je parle, ce sont les médias, au fait. Allez sur les médias. Ce que Olivier Véran dit, mais vous ne verrez jamais un ministre ou bien même le président dit je soutiens le coup d'État, c'est pas possible. Donc il a fait le service minimum, mais ils ont pris la peine de laisser leur presse ne pas dézinguer le nouveau général, le nouveau régime. Qu'en est-il, ça? Alors maintenant le Sahel. Le problème du Sahel est plus profond. Le problème du Sahel, c'est que les militaires sont confrontés à l'insécurité. Et qui sont ceux qui meurent au front? Eux. Et ils ont malheureusement... ils ont l'impression que les civils au pouvoir n'en font pas assez pour les comprendre. Je voudrais prendre un exemple. Et je ne vais pas dédouaner Bazoum ici, mais je suis un peu peiné pour lui. Le coup d'État au Niger, s'il devait avoir coup d'État, c'était Issoufou Mahamat qu'il fallait en fait renverser. Car ce dont souffre aujourd'hui le président Bazoum, c'est le président Issoufou qui a créé le lit en réalité. Regardez, il y a des militaires nigériens, plus de 70 qui sont morts. Drapeau en berne, ceci. Mais il est allé... On n'a pas vu la compassion qu'on attend d'un père qui a perdu ses enfants. Ben, il y a des Français qui sont morts, quelques Français, eh bien, il va couler des larmes. Vous savez, ça choque les populations, ça choque les militaires. Maintenant, est-ce que les militaires sont réellement la solution à nos problèmes? Rien n'est moins sûr. Mais je voudrais me mettre dans leur peau et comprendre que c'est la pression de l'insécurité et comment les civils ne comprennent pas qu'il faut vite prendre la décision qui les a poussés à certains à franchir le Rubicon. Maintenant, ceci étant dit, observons les choses telles qu'il faut les voir. Au Mali, oui. Depuis que les militaires sont là, on a coupé l'aide au développement, on a tout coupé, mais c'est la période où le Mali a augmenté les salaires. Le Mali a eu assez d'argent pour augmenter les salaires aux fonctionnaires. Moi, j'ai des amis maliens. Posez-leur la question. Les retraités sont payés à date échue. La nourriture, le sucre, le lait et autres
importer par nos ports au Mali, à Bamako, ça coûte moins cher qu'au Bénin. Vous pouvez vérifier. Mais pourquoi? Parce que ces messieurs ont commencé par subventionner, c'est-à-dire les produits vivriers, les denrées alimentaires. Économiste que vous êtes, est-ce que c'est la bonne manière? Ça peut les conduire jusqu'à quand peuvent-ils tenir? Ils vont tenir, il faut d'abord se demander, parce que c'est toujours celui qui crée une charge doit créer d'où vient la recette, n'est-ce pas? Mais comment est-ce qu'ils arrivent à financer cela? C'est tout simplement parce qu'il y a d'autres règles qui sont supprimées. Je vais vous donner un exemple, sans être anti-français. La plupart, il y a des accords qui permettent aux sociétés françaises de ne pas payer d'impôts en Afrique, dans les pays francophones, mais de payer d'impôts chez eux. Et c'est leur pays qui nous donne la quotité de cet impôt-là qui nous revient. Le Mali a dit non. Désormais, là, société française, vous faites les affaires chez nous, vous payez l'impôt chez nous. Le Burkina vient aussi de le faire, mais c'est le Burkina qui l'a publié, sinon le Mali l'a fait avant le Burkina. Ce qui leur a permis d'engranger plus de ressources que l'aide au développement qu'on leur a apportée. Ils ont révisé également les conventions d'exploitation des mines, exactement. Donc, ce qui fait qu'ils ont plus de moyens aujourd'hui. Je vous dis, si nous reprenons notre souveraineté économique, et dans certains accords, nous allons nous en sortir. Mais ceci étant dit, et comme je dis toujours, moi, ce que j'attends du Mali, c'est que les colonels fassent vite. C'est le métier du militaire, ce n'est pas d'être président. Parce que dans l'armée, quand vous dites, c'est-à-dire exécution avant réclamation. Une transition, oui. Mais si c'est pour devenir président après, je ne suis pas sûr. Vous avez fait un bilan économique satisfaisant du Mali, mais la question sécuritaire, qui était une des épines dorsales de ce double coup d'État à Ibeka et ensuite à Bandao, c'était la question sécuritaire. Les Touaregs sont revenus à la surface, les rebelles de l'Azawad. Aujourd'hui, on commence par la rentrée en septembre prochain dans tout le Mali. Le Mali se développe presque à Bamako et environ. Quelle lecture vous faites quand même de ça? Alors, je voudrais déjà vous dire que dans nos pays, il n'y a pas de terrorisme. Il y a une armée d'invasion. Il y a une recolonisation. Mais attendez, vous, là où vous êtes, très intelligent, jeune, athlétique, vous êtes sûr qu'en 3 mois, 4 mois, vous pouvez, avec des armes, vous pouvez tenir tête à une armée bien formée? Non. Au fait, ceux à qui on a affaire, les vrais terroristes sont ailleurs. Ceux que nous avons chez nous, ce sont des frères à nous, qu'on prend, qu'on forme, qu'on nous ramène et qu'on traite de terroristes. C'est des mercenaires, au fait, contre leur propre peuple. Comment vous pouvez croire que des bandes armées puissent être aussi bien équipées? Les armes viennent d'où? Donc c'est à ça qu'il faut penser. Maintenant, ceci étant dit, je m'inscris en faux contre la propagande justement de RFI et autrui qui disent que le Mali va de mal en pire. Non, c'est faux. Cela s'améliore. Et cela s'améliore pourquoi? Parce que le Mali a pris le courage de dialoguer avec ses adversaires. Quoique il y ait terroristes pour certains, mais ceux qui ont un mouvement politique derrière lequel d'autres forces se sont cachées pour entretenir le terrorisme, le Mali a commencé par échanger avec ceux-là. Aussi, l'avantage du Mali a été cet allié stratégique qu'est la Russie. Aujourd'hui, dans une confrontation directe, le Mali va battre le Nigeria. Le Mali est plus armé que le Nigeria. Est-ce que c'est une bonne chose pour notre sous-région? Vous avez des chiffres à propos? Vous parlez d'alliés stratégiques russes, vous pensez que c'est un refuge? Encore que, quand vous avez parlé de la question des rebelles, je n'ai pas forcément la même opinion que vous, parce que le dernier remaniement de Assimi Goïta fait des frustrés chez les Touaregs. Oui, mais on ne peut pas justement satisfaire tout un pays de combien de millions de personnes. Tout le monde ne sera pas au gouvernement. Mais ce que je veux dire, vous savez, les Touaregs et ceux du Nord, tous les signataires de l'accord d'Alger en général. Oui, mais au fait, ils devraient s'intéresser à leur zone, au développement du Mali, que d'être dans un gouvernement. Cette histoire de il faut que nous soyons dans le gouvernement pour que le pays soit vu comme bien géré, c'est pas ce qu'il faut forcément. Mais pour eux, ça tient beaucoup. Oui, mais ça tient, oui. C'est-à-dire c'est symbolique, mais on ne peut pas utiliser, c'est du chantage. Et arriver à un niveau donné. Pour avoir la paix, il faut. Non, on ne peut pas faire la paix avec les armes sous la tente. Je suis sûr que Assimi Goïta, au fait, les ayants aujourd'hui un peu affaiblis, s'est dit, bon, on peut promouvoir d'autres personnes. Maintenant, ceci étant dit, je vais pas aller dans les détails du Mali. Oui, ce que je veux dire, la Russie a tellement armé le Mali. Le Mali aujourd'hui a beaucoup d'or.
Et ces torts-là s'échangent contre... Ils ont des missiles qui peuvent atteindre n'importe quelle ville de la côte. Et je vous le dis. Le Mali, depuis le Mali, a des missiles qui peuvent atteindre n'importe quelle capitale des pays de la CEDEAO. Ce n'est pas une bonne chose parce que je me sens dans l'insécurité. Est-ce qu'ils ont la conscience assez lourde pour savoir, à imaginer que ceux qui se sont donné le destin de Vatangay veulent aller attaquer le Niger? À imaginer qu'ils aillent attaquer le Niger et que le Mali décide réellement de contre-attaquer. Comme ils disent qu'eux, ils vont frapper les capitales des pays qui auraient fourni des troupes. Est-ce que, en le faisant, ce serait suicidaire parce que les populations qui vont frapper ne sont pas militaires? Mais est-ce qu'ils ont assez de conscience pour comprendre qu'il faut plutôt combattre sur leur propre terrain que d'exporter la guerre ailleurs? Alors, sur la question des coups d'État qui ressurgissent sur le continent, qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter la saignée, à votre avis? Pour arrêter la saignée, il faudrait que nos chefs d'État cessent de compter sur la protection ou bien, comment l'avait non? Il ne faut pas que ce soit les armes qui les légitimisent au fait. Tant que ce sont les militaires qui si vous tirez votre légitimité de la pression, bien de la terreur que l'armée fait sur votre peuple, vous n'êtes pas libre, vous n'êtes pas protégé. Le jour où ces militaires-là changent d'avis, eh bien vous êtes leur proie. C'est ce qui est arrivé à Alpha Condé, qui l'a renversé. Doumbouya, qui l'a bien armé sur qui il comptait. Qui était son homme de main, qui maltraitait les autres. Mais Tchane, Bazoum, celui qui a tout le temps empêché les coups d'État, 3 coups d'État déjà, c'est lui qui est venu. Au Gabon, etc. Donc il faut que la légitimité ne soit plus de face. Où on dit on a fait élection, je suis élu. Mais il faut que les chefs d'État soient portés par le cœur de leur population. Je vais vous donner un seul exemple. Hugo Chavez, en 2003, est renversé un 11. La masse de Vénézuéliens sortis, mais le 13, les putschistes ont été obligés d'aller le chercher pour encore le réinstaller. Quand vous avez le cœur de votre peuple, vous n'avez rien à craindre d'un soldatesque ou bien d'un général qui a des armes. Ça, c'est un. Deuxième chose, il faut que nous sortions du système politique qu'on nous a imposé à la boule dans les années 90 par Mitterrand, où nous sommes entrés en démocratie sans en comprendre même les réalités, les fondements. Je vais vous donner un exemple. J'ai été candidat. Vous allez dans un village battre campagne, on vous dit, Naïzoa, qu'est-ce qu'il a amené? Comment est-ce qu'il est venu? Vous croyez que vous pouvez faire la démocratie avec un peuple qui a besoin de qu'on lui donne l'argent pour exprimer son suffrage? Demandez à un Béninois de sortir dans la discipline, la non-violence, la concorde, l'unité nationale, et d'exprimer son désaccord avec l'avis du président. Il voudra que vous le payiez d'abord, ou bien que vous lui payiez son transport. Vous voulez faire la démocratie dans ce contexte-là? Est-ce que ce n'est pas le manque d'éducation, le manque d'éducation civique et de citoyenneté? Vous avez tout dit, oui. En fait, on peut tout reprocher à la Révolution. Moi, je suis né en 1970, la Révolution en 1972, donc je suis un produit de la Révolution. La Révolution nous a donné, nous autres, l'envie d'aimer le Bénin, l'envie de mourir pour sa patrie. Qu'est-ce que la démocratie a donné? La démocratie n'a pas formé le peuple à l'éducation civique, l'éducation morale, rien du tout. Et c'est le drame aujourd'hui, c'est que ce sont les enfants qui sont nés avec la démocratie, ou bien ceux qui avaient 5 ans quand la démocratie est venue, aujourd'hui qui sont majoritaires. Et après là, le Bénin ne les intéresse plus. Alors, est-ce que ce n'est pas le péché des politiciens eux-mêmes? On a beau avoir des gens intègres, des citoyens, des militants intègres, mais à côté, on voit d'autres qui passent et qui déposent ce qu'il faut. Est-ce qu'ils vont rester toute leur vie à être intègres, à respecter les règles civiques et tout ce que vous êtes en train d'énumérer là, pendant que d'autres à côté, sans même faire ce qu'ils font, les valeurs qu'ils sont en train de promouvoir, s'en mettent plein les poches et s'en sortent bien? Alors, je voudrais parler de moi-même. Moi, j'ai mon épouse et j'ai des amis qui disent, mais Bertin, et ça fait 2 ans que tu es rentré, on attendait que le président te nomme, mais à observer comment tes positions va en guerre ou bien ceci, où on ne sait pas si tu es soutien ou si tu es opposant, il a peur de toi, tout le monde a peur de toi. Pourtant, je ne changerai pas. Il appartiendra justement au président ou bien à ceux qui doivent nommer de chercher la valeur intrinsèque chez ceux qu'on nomme et non à nommer ceux qui leur chantent des gloires. Et c'est tout le drame africain en réalité.
Les gens ils veulent les immeubles, ils veulent avoir de belles voitures, ils veulent avoir double menton, et 3 ventres, et avoir des panses, si vous voulez. Alors, ils ne peuvent pas. Quand même, des humains. Non, non, non. Pas des panses, oui. Ah ben non, non, ben, je parle. Enfin, ce n'est pas à vous que je parle, et ce n'est pas aux téléspectateurs, je parle à des collègues en politique qui comprendront de quoi je parle au fait. Parce que entre nous, je dis à chacun ce que je pense de lui. Donc, effectivement, le drame est celui-là. Il y en a qui ont fait de la politique un gagne-pain. Et quand vous avez fait de la politique un gagne-pain, vous ne pourrez jamais être libre, vous ne pouvez jamais dire ce que vous pensez. Il y a des fonctions qui ne vous donnent pas la latitude de faire, par exemple, ce que vous faites, le rôle que vous jouez. Quand vous vous retrouvez à des positions données, vous n'avez pas le choix, vous perdez un peu. Oui, ça c'est sûr. Et ceux-là, je les comprends. Il y en a, par exemple, les membres du gouvernement. Même s'ils sont, c'est-à-dire directement dans le gouvernement, ils sont d'accord ou ils ne sont pas d'accord, ils ne peuvent pas. Leurs collaborateurs. Les collaborateurs de ceux-là. Non, il y a des collaborateurs. Attendez, moi, je crois que j'estime même que je suis plus proche du président, Patrice Talon, que certains qu'on voit à la télévision qui croient qu'ils sont proches de lui. Ah, mais pour... Ah oui, oui. Attendez, je suis quand même Kouvi. Moi, quand j'envoie, si j'ai un avis, je lui envoie. Parfois, il est d'accord, parfois, il n'est pas d'accord. Mais au moins... Pour avoir pris 2 ou 3 ans pour l'encenser. Non, l'encensé, moi, j'ai jamais encensé le président Patrice Talon. C'est tout le paradoxe, au fait. C'est pour ça que certains se disent, mais il est où finalement? Tantôt, il trouve que ceci est bon. Tantôt, il vient, il dit tout est mauvais. Mais oui, moi quand c'est bon, je dis que c'est bon. Quand c'est mauvais, je dis que c'est mauvais. Parce que je veux qu'il réussisse. Et c'est l'essentiel. Vous savez, je suis rentré même, parce que moi, j'aime mon chant à l'étranger, des chants ici, mais j'en ai aussi à l'étranger. J'étais en train de m'occuper de mon chant quand je faisais des audios. Et j'ai entendu des audios qui disent, oh, c'est parce qu'on vit en exil qu'il bavarde. S'il rentre, on va l'arrêter. J'ai dit, bon, je rentre alors. Et c'est pour ça que je suis rentré. Pour que les rien que pour ça? Entre autres, enfin, le programme de travail avec le Dendi pour que nous fassions montrer notre soutien au président Patrice Talon, notre demande à ce qu'il viole les décisions de l'UEMOA et lui donner l'instrument qui lui permette de dire aux autres présidents et à la France que je n'accuse pas. La France est dans son rôle. Parlons de cette marche, Bertin Kouvi. Oui. De façon pratique, ça va se passer comment? Ben, moi, j'ai déjà lancé la base et d'ailleurs la mobilisation au niveau des populations qui sont vent debout, qui sont prêtes, qui disent elles sont prêtes à montrer au président qu'elles le soutiennent, mais à pouvoir lui exprimer leur doléance de qu'on arrête ce génocide. Bon, c'est un mot exagéré, mais je voudrais quand même être dans le superlatif. Ce génocide qui se passe devant nous. On détruit les commerçants. Bon, dites-moi, le commerçant qui a perdu ses camions remplis d'oignons, qui le dédommage au fait? Vous avez vent que l'UEMOA a prévu un fonds pour dédommager les commerçants? Les camionneurs dont les camions sont garés depuis 30 jours, qui sont devenus même mendiants pour certains, parce qu'ils n'ont plus de réserve. Ici, on vit au jour le jour. Est-ce qu'on vous a dit qu'il y a un fonds de sauvegarde des entreprises de transport qui sont ruinées? Vous-même avez dit tout à l'heure que pour des mouvements de masse comme ceux-là, il faut soudoyer des gens. Vous en avez fait? C'est ça qui vous consolide? Alors, l'idée selon laquelle vous aurez une masse critique? Non, non, alors, je vous dis, c'est la fin qui sort le loup du bois. Aujourd'hui, là, ce sont ces populations même qui disent, mais là où vous voulez dormir, là, non, on vous garantit là où vous allez dormir. Vous allez manger, là, ne vous préoccupez pas de nourriture, on va vous trouver à manger. De l'eau, vous allez boire. Les populations ne demandent pas un franc. D'abord, elles sont déjà affaiblies par les conséquences de la crise au Niger. Maintenant, vous les entraînez dans les rues pour encore marcher. Est-ce vraiment là, elles sont affaiblies, non. Est-ce vraiment opportun? Là, c'est nécessaire capital. Si réellement quelqu'un soutient le président Patrice Talon et aime notre pays, il devrait se joindre à moi pour que ensemble nous fassions savoir au monde que les populations béninoises, mais les populations de la zone, comment ça s'appelle, de la zone du Dendi, ben, implorent le président Patrice Talon à violer les décisions de l'UEMOA qui sont en train de ruiner le Bénin. C'est le Bénin d'abord qui m'intéresse. Vous savez, est-ce que vous avez les statistiques sur combien de morts il y a eu dans le fleuve Niger? Nous sommes curieux. Ah ben, ça fait déjà des dizaines, ça ne se compte plus. Parce que les êtres humains, si vous enfermez un lion, ou bien, même aujourd'hui, même les animaux, les animaux vont trouver un moyen de sortir. Mais la frontière par le pont est fermée, mais les gens passent par les pirogues.
Et combien de noyades? La dernière fois, c'est plus de 50. Et ainsi de suite. Vous dites des allégations quand même intéressantes. Hein? Les médias n'ont pas documenté forcément. Ben, les médias, vous savez que vous voulez vraiment les vraies informations aujourd'hui, n'allez pas sur nos médias. Je ne vous insulte pas. Hein? Vous nous jetez une grosse pierre. Ah oui, ça c'est sûr. Parce que vous avez... Vous informez où vous? Mais la population directement. Ah, vous voulez que je vous rappelle? Nous, on a un métier qui a les règles pour sortir une information. Mais c'est ce que je vous dis. Ce sont les renseignements, les rumeurs. C'est pas forcément l'information. C'est pas forcément. Ça n'a pas fait le tri et les étapes qu'il faut pour qu'on l'appelle information. Oui, non, c'est ce que vous croyez. Parce que même ici, vous dites, oui. je ne peux pas tout dire ici. C'est comme ça. Souffrez que des journalistes professionnels puissent quand même tamiser tout ce que... Mais c'est ce que je vous dis. C'est vous avez dit, vous avez des limites aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait en fait la démocratie? Pourquoi il y a le vent de la liberté un peu partout? Il n'y a plus cette contrainte de déontologie que le journaliste a aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et moi, je ne me forme pas sur les réseaux sociaux. Vous voulez que j'appelle Malamil tout de suite? Je vais appeler, on va commencer par vous dire telle chose à la minute près. D'ailleurs, la nature, comme on pourrait empêcher ceux qui sont dans l'illusion qu'on peut attaquer le Niger et gagner, est en train de détruire la voie qui quitte Malamville, là. L'eau est en train de vouloir détruire. Bon, il y a 2 jours que je crois une société, dont je ne vais pas nommer le nom ici, a commencé par mettre des graviers pour consolider la route. Donc je m'informe au fur et à mesure. Je vous dis qu'il y a plus de 50 morts. Et je ne suis pas alarmiste, moi. Je vous dis ce que je sais. Maintenant, vous, il y a des choses que vous ne pouvez pas dire, parce que la HAC va vite dire apologie de mort par noyade. Apologie de ceci. Donc, je vous comprends, vous. Mais moi, je n'ai pas cette... Vous n'avez pas quand une décision nous est tombée dessus. Vous ou bien la Golf? C'est toute la presse, en général, cette décision. Moi, j'ai invité le président Patrice Talon. Parlons-en. La décision de la HAC ne détruit pas Golf. Cette décision détruit le président Patrice Talon. Et détruit nous qui le soutenons. Ça détruit d'abord la démocratie et la liberté de non, presse. au-delà de ça, c'est d'abord le président que ça détruit. Vous êtes dans votre rôle de... Parce que nombreux s'imaginent que c'est le président qui a donné des instructions. Comment vous savez? Ah ben, moi, c'est que c'est pas le président. Parce que ma propre arrestation, parlons-en. Parce que les Béninois ont toujours, nombreux disent, mais celui qui l'a mis en prison 6 mois, et ceci, et pourtant il vient, il le soutient. Le président, quand il m'a reçu, il m'a dit, Kouvi, vous savez, monsieur le président, si je mens, vous avez votre porte-parole qui peut sortir et démentir. Je vous dis ce que le président dit. Allez-y. Il dit, Kouvi, vous savez quand même pas que je ne suis pas, même si je suis con, je ne suis pas à ce point-là con, pour faire arrêter quelqu'un à l'étranger. Un 17 avril 2019, et après que ce soit un 17 mai 2019, qu'il y a une plainte contre lui dans son propre pays. Et que ce soit un mois après qu'il y a un mandat. Alors, je n'ai pas compris comment est-ce que des gens ont pu... Et quelque chose qu'on peut vous reprocher, la procédure, quand j'ai eu vent de ça, j'ai été étonné. Donc, je suis innocent. Et à ma sortie de président en Guinée équatoriale, j'ai quand même été collaborateur du chef de l'État. Il a fini par me dire, lui aussi là-bas, qu'on l'a manipulé. Que ce n'était pas le président Patrice Talon, mais des services qui ont amené une autre, etc. Bon, on ne dira pas... Des paroles d'évangile? Bon, est-ce que le président Patrice il a besoin de me mentir? Je ne crois pas. Je l'ai vu au Djoukodjou et je voyais en lui une sincérité. Alors, donc ça vous dit, il y a des décisions qui se prennent qui ne viennent pas du président, qui viennent des fonctionnaires ou bien des commis zélés qui veulent plaire au président. Quand on parle de Golf, apologie de coup d'État, quelle apologie de coup d'État Golf a vraiment fait? Qu'est-ce que d'autres ne disent pas aujourd'hui? Qui ne sait pas ce qui se passe au Niger? J'estime et je voudrais profiter de votre canal pour demander au chef de l'État que c'est lui qui est élu et que c'est à lui, en dernier ressort, de casser la décision de la HAC. Et je voudrais manifester mon désarroi. Le professeur Sosa, président de la Cour constitutionnelle, pour que j'ai un profond respect, le dossier vient devant lui et dès que les deux parties viennent justifier. Enfin, est-ce que cette faiblesse de la démocratie-là, c'est toujours Patrice Talon? Alors, est-ce que la situation au Niger, vous n'en faites pas une récupération politique? À moi. Mais je n'ai pas d'électeur au Niger, ou bien, vous voulez, au Bénin? Au Bénin. Je suis candidat à rien. Vous avez dit que vous avez des militants, toujours. Voilà. Ben oui, mais j'ai des militants. Alors, si vous voulez, j'ai des sympathisants. J'ai des gens qui me suivent. Non, moi, je suis candidat à rien. En 2026, rien ne prouve que vous... Ah, en 2026, si le président Patrice Talon dit, Bertin, je te prends, et d'ailleurs, que cela soit entendu de chacun, je suis l'un des rares
qui puisse réellement gagner une élection contre l'opposition au Bénin au nom de la mouvance présidentielle. Parce que, ah oui, je vous le dis. Si le président quelques sourires. Attendez, oui, souriez, vous en avez droit, c'est thérapeutique. Si le président Patrice Talon dit c'est Corvi que je soutiens, j'aurai des gens dans la mouvance actuelle et je pourrais élargir même à ceux qui se disent opposition. Et vous, Corvi Bertin, allez au front, est-ce que vous allez gagner? Ou est-ce que cela n'explique pas le fait que vous avez une position parfois ambiguë sur la plupart des questions? Est-ce que ce n'est pas toujours pour ne pas vraiment quitter l'opposition, mais faire cet appel de pied? C'est comme l'autre opposant qu'on accuse de ne jamais s'en prendre à la mouvance, mais de s'en prendre tout le temps à ses autres compères de l'opposition. Non, ceux qui me connaissent savent bien que même quand j'étais dans l'opposition, je ne ratais aucune occasion de dire au président Yahya Boni ce que je pensais de lui quand cela se présentait, même au président Soglo. Pourtant, j'étais vu comme, je vais même dire, chef de l'opposition ou bien porte-parole de l'opposition. Moi, j'ai toujours été égal à moi-même. Donc, ça n'a rien à voir avec cela. Mais vous ne m'avez pas laissé. Il faut que le président peut-être m'entende. Je vais vous profiter de votre canal pour lui dire. Monsieur le président, je suis l'un des rares qui puisse faire gagner la mouvance présidentielle. C'est tant que vous voulez que quelqu'un autour de vous gagne. Si vous prenez d'autres, ben, il y aura des casseroles qu'on pourra leur on aura imposer. Le temps des propagandes. Non, je profite de non, c'est pas la propagande. Alors, vous menacez pratiquement les personnalités de cette circonscription électorale qui ne vous prêteront pas main forte pour réussir votre projet de marche aux côtés des populations d'Indi pour faire ouvrir les frontières. Alors, sont-elles obligées vraiment de vous soutenir dans ce projet? Alors, je voudrais dire tout de suite au fait que ma pensée, non, mais les mots sont allés au-delà de ma pensée. Au fait, je ne les menace pas. Je leur donne un conseil. Voici un peuple désespéré. Moi, je ne serai pas candidat pour être maire ou bien quoi que ce soit dans leur zone. Mais si on ne les voit pas mêlés, ou alors envoyer un représentant, ou plutôt se préoccuper de ce qui arrive à leur peuple. Mais comment vous voulez qu'ils reviennent après dire qu'ils veulent leur bonheur à un moment donné? Donc, c'est ce que je voulais exprimer. Si quelqu'un parmi eux a cru comprendre que je le menaçais et tout, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Pas une menace verte, mais menacer leurs intérêts, menacer leur hégémonie. Ah ben oui, mais au fait, c'est une action, vous l'avez dit en filigrane, c'est une récupération politique. Ce n'est pas une récupération politique, mais malheureusement... Donc vous nous rejoignez? Non, moi je suis un homme franc envers la vérité. L'action qu'on mène, si ça produit des résultats, et ça va produire des résultats, ceux qui ne se seraient pas mêlés à cela, malheureusement, vont en souffrir. Je vais vous donner un exemple. Une chose et une vérité, c'est que tôt ou tard, la frontière va s'ouvrir, oui ou non? Elle ne va pas rester fermée tous les jours. Alors, on marche, on soutient le président, et tout, et tout. Et après, c'est ouvert. À imaginer même que ce ne soit même pas du fait de ce qu'on a eu comme action. Il se trouvera des gens dans leur subconscient qui vont dire, voici des gens qui sont venus ici, on fait ceci, c'est grâce à ça. Moi, je ne sais pas me mentir, mais me donner de la valeur. Donc, ce que nous faisons, il faut qu'ils s'associent à cela. Ils ont leur élément de langage qu'ils tiennent devant les militants, pas forcément ces actions. Ça va passer très rapidement avant même les prochaines élections. Oh, moi, je me connais. Je me chargerai de le ressasser aux populations. Dans les audios, sur les réseaux sociaux. Ah oui. Et ça, la foi vient de ce qu'on entend. Romains 10, verset 17. Ce n'est pas pour vous faire de l'évangélisation. Ça fait du bien aussi. Romains 10, verset 17, afin de ressasser la même chose, les populations vont écouter. Et moi, je parle 9 langues, je vais dire ça tout le temps en dindi. Souvenez-vous, quand vous étiez dans le besoin, telle personne vous a tourné dos. Rappelez-vous que quand vous avez besoin de son soutien, vous ne l'avez pas vu. À quoi bon? Ah, c'est bon. Et un homme politique doit savoir prendre des positions d'intérêt national. D'intérêt, des positions désintéressées. Il faut travailler autrement. Il faut pas obligé d'utiliser la même stratégie que vous, monsieur Corvi. Non, j'ai échangé, j'ai commencé par échanger avec la plupart d'entre eux. Et c'est curieux, effectivement, ils font déjà beaucoup de travail, mais ils n'ont pas la méthode qu'il faut pour que cela soit su. Parce qu'en réalité, si j'avais même su que certains essayaient déjà de faire certaines choses, on ne prendrait même pas les choses sous cet angle-là. J'ai échangé avec beaucoup de la zone qui sont contents parce qu'ils disent mais on fait déjà le même travail, mais nous estimons qu'ensemble ça va être plus entendu pour que nos populations aussi sachent que nous les avons pas abandonnés. Vous ne pouvez pas, moi je plains le maire de Malanville, le maire de Karimama, le député, les CA. Puis les populations leur disent mais vous dites vous soutenez le président. Et notre frontière est fermée, vous ne faites rien pour qu'on l'ouvre. Chère population, ce n'est pas le président Patrice Talon qui a fermé votre frontière, c'est lui et moi. Et le maire
ou le député ne peut rien. Mais ensemble, nous pourrons montrer à l'UEMOA que les populations du Dindi ne sont pas d'accord et demander au président Patrice Talon de nous aider à l'ouvrir. Et votre nombre à exprimer ce vœu-là va obliger l'UEMOA à pouvoir comprendre pourquoi le président Patrice Talon a violé une décision certainement prise ensemble. Alors, Bertrand Kaouvi, la marche se tiendra quand? Bon, alors, puisque je n'ai pas beaucoup de jours à passer. Nous sommes dans les dernières minutes de cette Oui, je n'ai pas beaucoup de jours à passer au Bénin. Nous sommes en train de mettre ça entre le 8 et le 15. La date n'est pas encore totalement fixée, mais c'est la mobilisation à la base. Je vous ai dit, il n'y aura pas d'argent à donner à qui que ce soit. Et si une autorité communale, pour des raisons sécuritaires, prenait des mesures provisoires et définitives pour l'interdit, nous aviserons ces populations et ne sera pas élu la prochaine fois. Je vous le garantis. C'est simple que ça. Allez, c'était Bertin Kaouvi, membre du Bloc républicain, notre invité de Zone Franche de ce dimanche 3 septembre. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de réalisation de cette émission Zone Franche que j'ai animée avec William Cliquant, mon collègue. Monsieur Kaouvi, merci pour votre disponibilité. Merci. À bientôt.